Et du coup, ma première question serait tout simplement de te présenter qui tu es, qu'est-ce que tu fais, peut-être ton parcours, ta carrière en tant que, enfin ton parcours en tant que préparateur physique, mais aussi ton parcours académique pour qu'on en puisse en savoir un peu plus sur toi. Donc, moi, c'est Léo Djaoui, j'ai 34 ans. Je viens de France, je viens de Paris. J'ai commencé mes études à Paris où j'ai fait une licence en STAPS, donc c'est la fac de sport. Et, euh, et j'ai très vite su que je voulais faire de la préparation physique. Donc pour ça, je pouvais pas rester à Paris, j'ai dû bouger à Lyon. Il y avait plusieurs choix de master, je suis allé à Lyon pour différentes raisons. Et donc là-bas, j'ai fait un master de préparation physique. Et au bout du master, on était 35 à avoir eu le master et je me suis dit, donc moi, je savais que je voulais bosser dans le foot. Je viens pas du foot à la base, mais je voulais bosser dans le foot. Et je me suis dit, donc en sortant du master, je veux être dans le football professionnel, sauf que j'ai aucun réseau dans ce milieu-là et j'ai pas été joueur pro. Du coup, aujourd'hui, enfin, à ce moment-là, j'avais aucun moyen d'y arriver directement. Et je me suis dit, donc là, mon seul atout, c'est mon diplôme, en tout cas sur le CV, parce que mes connaissances, mes compétences, ça, si on n'a pas travaillé avec moi, on les connaît pas. Donc, très simple, je me suis dit, OK, bah, il faut que je continue. Il faut que je continue forcément d'apprendre, de pratiquer, etc. Mais il faut que mon CV soit encore plus béton. J'ai pas de réseau. Je vais essayer de m'en créer un et je vais continuer d'avancer dans les études. Donc, j'ai fait un deuxième master dans le but de préparer une thèse. Donc, j'ai fait un master recherche pour ensuite enchaîner sur une thèse. Et le but, c'était aussi, c'est un milieu forcément un petit peu concurrentiel, c'était aussi de me démarquer. Donc la stratégie était là. Et en fait, grâce à cette thèse et aussi à des implications diverses, j'ai fait comme toi des stages d'observation. J'appelais aussi des prépas qui étaient dans le milieu pour demander comment ça se passait. Non seulement pour être sûr que c'était ce que je voulais faire, mais aussi pour apprendre. Voilà, j'avais plein de questions. J'en ai encore plein aujourd'hui dans la tête. Et une bonne manière d'avoir les réponses, c'est de demander aux mecs qui sont sur le terrain et qui ont un petit peu plus d'années d'expérience. Voilà. Donc, en faisant ça, donc en étant investi, association, en prenant des contacts, en allant sur le terrain, et avec la thèse où j'ai un petit peu voyagé, j'ai rencontré des gens, etc. Il y a le réseau qui commence à se créer. Et en même temps, les compétences qui avancent. La thèse, c'est vraiment un exercice très particulier où tu es quasi en totale autonomie. Bien sûr, tu as un directeur de thèse, tu es un petit peu entouré, mais si tu n'avances pas de toi-même, si tu n'as pas une culture du travail, de l'organisation, une forme de discipline, c'est impossible. Mais Donc, c'était sur quoi, je te coupe 2 secondes. j'arrive en fin de... Ta thèse, elle Ouais, était bah, ma sur thèse, quoi? c'était... Donc, en fait, ma thèse, je l'ai faite sur un sujet qui m'intéressait et à la fois un sujet, je me suis dit, demain, si j'ai un entraîneur qui parle avec moi, je veux qu'ils se disent que je fais une thèse où c'est pas un truc pompeux académique qui sert un petit peu à rien. Je veux que ce soit une thèse pratique où je veux que ce soit bien sûr scientifique, mais que ce soit applicable directement sur le terrain. Donc moi, mon sujet, c'était en gros sur l'analyse de la charge d'entraînement, de la fatigue dans le foot, et plus particulièrement l'impact de jouer deux matchs dans la semaine au lieu d'un. Parce que ça, c'est un grand truc du football des 10 dernières années. Et plus ça avance, et plus il y a de matchs. Et en gros, quels sont les impacts sur la fatigue et sur la performance et sur les blessures. Donc voilà, c'était sur ça ma thèse. Et il se trouve que pour faire la transition ensuite sur ma carrière, c'est que il y a un jour où j'ai un coup de téléphone, où j'ai un message d'un mec d'un d'un ami qui était dans mon réseau depuis pas très longtemps dans le foot et qui me dit, écoute, je connais un coach qui cherche un prépa qui a ton profil, donc qui s'y connaît bien sûr l'analyse des GPS, puisque moi j'analysais beaucoup de données GPS dans ma thèse, dans mes recherches. Et voilà, c'est à Chypre, c'est professionnel, etc. Ok, donc on est mis en contact et en 1 heure au téléphone, c'était fait parce que on était fait pour travailler ensemble. On avait la même vision des choses et le gars, il a, il a vu un peu le profil qu'il recherchait grâce au fait que je fasse cette thèse en analysant beaucoup de données GPS. Et en plus, je me souviens à cette époque-là, il veut que je m'occupe de ça en tant que prépa, surtout.
et il croisait les doigts pour que je sois un prépa à peu près correct sur le terrain. Et moi, j'avais jamais touché au GPS de ma vie. J'avais touché aux données, mais pas au GPS en tant que tel. Donc ça, je lui avais dit, bien sûr. Je lui avais dit, moi, je sais quoi regarder sur les GPS, je sais comment traiter les données, je sais ce qui est pertinent, ce qui n'est pas. Mais voilà, j'apprendrai vite. Et c'est ce qui a convaincu. Et en effet, après, apprendre à gérer le boîtier et le logiciel, ça, c'est rien du tout. Donc, c'est ce qui m'a fait rentrer dans le milieu pro. Et il se trouve que ce coach-là, qui est Lucas Elsner, bah, je ne l'ai plus quitté pendant 5 ans, donc jusqu'à cette saison. Donc, on a commencé à Chypre ensemble. Ensuite, on était bah, à l'Union. C'était la première année des Anglais, là, du propriétaire de Brighton. Et à l'Union, on a très bien réussi. Et du coup, on s'est fait recruter par Amiens, qui était en Ligue 1 à ce moment-là. Donc, on est resté 2 ans à Amiens. Et ensuite, on a fait Courtrai, donc en Belgique. Et Courtrai, on a bien réussi en 4 mois et on a atterri au Standard. Euh, et donc lui est parti cet été et moi je suis resté au Standard. Donc voilà, c'est ce qui m'a amené aujourd'hui à en être là. Ouais, donc en fait, c'est vraiment ta thèse qui a permis de te faire un réseau pour pouvoir, au final, être préparateur physique pro dans le monde pro comme tu voulais, quoi. Bah, j'aurais jamais, tu vas voir, tu vas me poser des questions, j'aurais jamais une réponse. Il y a un avis qui prédomine où oui, la thèse a beaucoup aidé, mais c'est pas la seule chose. Ça a aidé. Il y a toujours, j'avais d'autres activités à côté et je te dis, le fait de poser des questions autour de moi, de solliciter les gens, ça aussi, donc c'est une accumulation de différentes choses qui m'a amené là. Ça ça n'a pas été un seul truc déclencheur, ça a été toute une stratégie, mais qui n'était pas que la stratégie. C'était aussi parce que j'étais passionné et très intéressé et je voulais tout faire pour en apprendre le plus et le plus rapidement possible. Même s'il faut savoir prendre son temps, on est souvent assez impatient quand on est jeune, on veut tout de suite être là-haut, quoi. Ouais, non, clairement. Et maintenant, j'aimerais savoir, euh, en tant que préparateur physique, une journée type pour toi, ou peut-être une semaine serait peut-être plus, enfin, à voir ce que tu préfères expliquer, mais ça ressemble à quoi pour qu'on puisse se rendre compte un peu enfin, qu'est-ce que tu fais concrètement? Euh, Écoute, je vais te parler de mes journées en ce moment parce que forcément, ça dépend de l'organisation et du coach parce que beaucoup de choses dépendent du coach et de sa façon de voir les choses et d'organiser les choses. Mais en gros, j'arrive le matin, on a une réunion avec tout le staff technique pour se mettre d'accord sur l'entraînement du jour. Euh, donc sur les contenus, sur qui est disponible, qui ne l'est pas, sachant que le contrôle, donc à ce moment, quand on arrive, les joueurs ne sont pas encore là, mais on a une idée de la veille de qui est incertain ou enfin, qui est fort probable à l'entraînement. Et donc, dans cette réunion, on se met tous d'accord. Est-ce que le plan a changé ou non? Parce qu'on a une trame sur toute la semaine. Et donc, on fait les derniers réglages. Et ensuite vient toute la partie de la matinée, on va dire pré-entraînement, où c'est donc à la fois de la conception, donc vraiment finaliser la séance en elle-même, à la fois avoir un retour avec le médical, donc s'il y a eu des pépins pendant la nuit ou si les incertitudes de la veille se sont confirmées ou pas. Et ensuite, c'est décider de manière vraiment individuelle qui fait quoi. Donc, il y a certains mecs, certains jours qui vont pas faire tout l'entraînement comme tout le monde. Ils vont faire une certaine partie où ils vont rester avec les kinés. Enfin, voilà, tout ça, ça va se passer dans la matinée et avec beaucoup de va-et-vient sur des discussions avec les joueurs. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans les vestiaires et c'est très, très informel. Aller poser des questions, aller discuter, voire même décider ensemble. Certains joueurs expérimentés, on va aller les voir et leur dire qu'est-ce que t'en penses aujourd'hui, quoi. C'est ça l'entraînement. Enfin, voilà. Donc ça, c'est toute la matinée. Et ensuite, on arrive. Donc ça se passe également au petit-déj. Ça se passe, voilà, c'est vraiment cet environnement du quotidien. Et ensuite, arrive une demi-heure avant la séance. Une demi-heure avant la séance où donc là, il y a une activation pour tout le monde. Donc en général, nous, on est 3 prépas. Donc on va être en général 2 prépas sur 3 dans la salle. On a tous les joueurs et en fonction de la journée, on a des thématiques d'activation. Ça peut être, pour entrer dans les détails, parce que c'est intéressant,
Ça peut être simplement de la prévention, on va dire collective, avec de la mobilité. Par exemple, le premier jour de reprise de la semaine, ou ça peut être la prévention individuelle, chacun a son programme en fonction de ses déficits, en fonction de ses antécédents, etc. Ça peut être une prévention de type plutôt dynamique. On les met vraiment en jambes. Ça va être une séance voilà, assez explosive, etc. Donc, euh, donc pour ça, on est aussi des kinés. On a une grande salle de muscu. On a tous les joueurs qui sont là en même temps, une demi-heure avant la séance. Et il y a des ateliers où voilà, on prend en main. Plus on est dans la salle, mieux c'est parce qu'on peut individualiser notre coaching, nos retours, notre mise en place, etc. Et arrive le moment où on est sur le terrain. Donc, moi, je vais prendre en main l'échauffement. Donc, ils sont activés en salle, mais ça ne va pas remplacer l'échauffement, même si en général, il est très court. Donc, ensuite, tu as toute cette partie de l'entraînement où de l'échauffement jusqu'à la fin de la séance collective, je vais plus ou moins intervenir. Donc là, ça dépend vraiment des coachs. Nous, en ce moment, on a un coach qui est très sur du travail intégré. Donc, tout mon boulot a été plutôt la conception de la séance. Et ensuite, beaucoup de choses se jouent, la plupart des choses se jouent avec le ballon. Donc moi, je vais être dans l'animation autour, je vais être beaucoup à être sur le terrain, à beaucoup observer, beaucoup à aller discuter. Si j'avais des joueurs à risque le jour J, bah, je vais être attentif à ces gars-là et souvent communiquer avec eux. Euh, et arrive la fin de séance où donc, de temps en temps, il y a des petites parties qui sont purement physiques, mais c'est assez rare. Mais par contre, il peut y avoir des parties purement physiques après la séance, de manière individuelle. Donc, si on a mis en place, parce qu'on ne le fait pas tous les jours, si on a mis en place un live GPS, donc c'est tous les joueurs portent des GPS, et on peut suivre ce qu'ils font pendant la séance. Ce qui fait qu'à la fin de la séance, on peut avoir une idée très claire de est-ce qu'ils ont atteint les objectifs qu'on aurait fixés. Et en général, c'est des objectifs individuels parce que bien sûr, un défenseur central n'a pas besoin de faire autant de haute intensité qu'un mec qui joue sur les flancs. Ça va pas être chacun doit atteindre 800 mètres aujourd'hui sur tel aspect. Ça va être vraiment individuel en fonction de ce qu'ils font en match. Et donc, on peut faire des surplus physiques à ce moment-là, sprinter, haute intensité ou autre chose. Et toucher Vmax, ça peut être sur des thématiques super importantes. Vmax, la vitesse max, parce que c'est un élément qui va aider à la prévention des blessures sur les ischios. T'as vu, je dis ischio comme les Belges, hein, sinon on dit ischio, mais je m'adapte. C'est pour ça que ton introduction au départ était importante pour moi. Euh, et après ce moment-là, il va y avoir toujours dans la continuité de la séance un moment de surplus physique, donc de développement, où en général on est avec les jeunes joueurs et on va leur faire encore un peu plus. En salle, faire du travail de force ou sur le terrain, faire du travail de vitesse ou de réaction, enfin peu importe d'explosivité. Donc, ça va vraiment être dans la continuité de la séance. Et donc voilà, là, c'est comme ça que je finis ma matinée. Donc en général, ensuite, on a le repas. On va avoir, bon, si je simplifie, on va avoir une réunion pour débriefer, donc à nouveau avec tout le staff. Comment s'est passée la séance, qu'est-ce que chacun a remarqué, qu'est-ce qu'on pense par rapport au lendemain, ou si on a des remarques individuelles sur tel ou tel joueur. Et là, le coach nous communique aussi des éléments de management ou des éléments d'organisation ou peu importe. Et pour conclure la journée, déjà avoir une idée claire de ce qu'on va faire le lendemain. Tu vois, et s'il y a une journée qui était bien plus chargée que ce qui était prévu, on peut directement, lors de cette réunion, dire je pense que demain, il va falloir décharger ou faire beaucoup moins que ce qu'on avait prévu, ou l'inverse, demain, on va pouvoir faire plus. En général, c'est décharger. Et donc voilà, c'est comme ça que se conclut on va dire, le moment collectif avec le reste du staff. Et eux, en général, ils vont continuer de travailler sur l'analyse de l'adversaire, sur les analyses vidéo ou par les tactiques. Et nous, on peut aller donc là, c'est l'après-midi, faire nos rapports, tous nos fichiers de suivi. Ça, c'est un travail un peu chronophage, mais qui est hyper important de remplir tous nos tableaux, nos logiciels, etc. Aller analyser vraiment en détail les données GPS parce qu'au moment du meeting de fin, on a une vision d'ensemble, mais on n'a pas eu le temps vraiment d'analyser les données. Voilà.
et surtout les données sur la semaine. Tu vois, si j'arrive en fin de semaine, j'ai envie de savoir, d'avoir une idée globale de ce qu'a fait un joueur, notamment, on va dire, un joueur qui joue pas trop. Voilà, je veux que sa charge à l'entraînement soit assez élevée. Enfin bref. Donc ça va se passer pendant le début d'après-midi. Et ce qui peut arriver, c'est qu'à ce moment-là, donc on arrive vers 15 heures, il y a une deuxième séance pour certains joueurs, des jeunes qui vont revenir pour faire du travail physique. Donc là, c'est à nous, c'est nous qui les prenons en charge. Alors j'aurais pu te dire, c'est un moment où où le prépa physique peut gérer des blessés, mais nous, dans notre organisation, c'est un kiné. C'est les kinés qui s'occupent des blessés parce qu'on a un kiné qui s'occupe de la réathlée aussi. Euh, donc voilà, c'est pas dans notre routine à nous, mais ça pourrait être le cas dans d'autres clubs. Ça a été le cas où l'après-midi, je vais m'occuper de blessés. Ouais. Et justement, donc là, tu parles de... Au final, il y a beaucoup de travail que tu réalises à tout ce qui est analyse de data et tout ça. Et justement, aujourd'hui, ben, il y a de plus en plus de technologies. J'ai l'impression que maintenant, on peut tout analyser. Euh, J'aimerais un peu avoir ton avis sur est-ce que tu trouves, enfin, comment savoir enfin, comment ne pas tomber dans que utiliser la technologie au détriment parfois de l'aspect peut-être plus humain ou comment savoir à un moment se dire, OK, là, j'utilise que moi sans utiliser la technologie. Je pense que c'est un état d'esprit, c'est-à-dire que euh, moi, je suis entièrement d'accord avec toi que la technologie est un support d'analyse. C'est pas la base de l'analyse, c'est un support. C'est-à-dire, je pense que la base, c'est ce qu'on voit, ce qu'on ressent, et aussi ce que nous disent les joueurs. Ça, c'est vraiment la base. Et même limite, ce que nous dit le joueur peut être encore plus important. Et donc, la base, c'est la communication. Et avant d'avoir la communication, c'est d'avoir créé une relation avec chacun des joueurs. Parce qu'il y a communiquer où il va me dire ce que j'ai envie d'entendre et communiquer où il me fait confiance et il me dit les choses dans son intérêt et dans l'intérêt de l'équipe. Et donc, bien sûr, la technologie, ça va vraiment être le support d'analyse. J'ai eu l'impression que la séance était très intense, qu'on a atteint nos objectifs, etc. Je regarde les GPS, ça confirme ou non. Je regarde les RPE, ça confirme ou non. Euh, c'est à- Comme quand tu m'as posé la question sur ma thèse tout à l'heure, c'est la thèse qui a fait la différence. Bah, à nouveau, là, je vais te donner une réponse où il n'y a pas un élément, c'est plus tu as d'éléments, plus ton analyse va être complète. Euh, et comme je disais tout à l'heure, et l'échange aussi est super important. Et c'est pour ça que nous, notre meeting de fin de séance, il est super intéressant parce que tu as l'avis de tout le monde. Tu as l'avis de ceux qui sont plus vraiment footeux, les coachs. Et nous, on a notre avis plus physique. Et tu as l'avis du coach qui a une vue d'ensemble sur tous les paramètres. Donc, comment se détacher de ça, c'est un état d'esprit. C'est se dire tout ce que je mesure, toute la technologie que j'utilise, elle va juste m'aider, mais je ne vais pas me baser sur elle. Et en général, quand on se base sur la technologie, enfin, moi c'est comme ça que je le vois, mais c'est que c'est une manière un petit peu de se protéger. Voilà, il faut avoir confiance en ce qu'on ressent, il faut avoir confiance en les joueurs ou les coachs autour. Quand on veut utiliser que de l'objectif, du mesurable, c'est qu'on a moins confiance en oui, ce qu'on peut voir. On a moins l'habitude, mais ouais, ça va vraiment de pair. Mais justement, là, tu parlais de enfin, prendre l'information auprès du joueur, comment il se sent et tout ça. On se dit dans des sports où il y a quand même une grosse concurrence, ben, un joueur va sûrement plus difficilement dire ça va pas parce qu'il va sûrement se dire si ça va pas, le coach il va peut-être pas me faire jouer tout ça. Et donc, est-ce que là, c'est un peu les données GPS qui, si par exemple un joueur te dit tout est hyper bien, c'était facile, la séance était hyper facile, et que tu compares ça à ces données GPS, je sais pas, tu vois que sa fréquence cardiaque est trop haute comparée à d'habitude et tout ça, est-ce que là, tu peux te dire, OK, peut-être que son avis n'était pas le plus, le plus vrai ou le plus juste? Et ouais, et là, la seule réponse, et c'est une réponse facile, mais une mise en place qui est difficile, c'est la relation que tu as réussi à créer. Et je dis toi que le prépa a réussi à créer, mais que le coach aussi a réussi à créer, ou les coachs, avec chaque joueur. Et
avoir cette confiance réciproque et cette honnêteté. C'est des bases de travail, c'est une culture de la performance. On parle souvent de culture de la performance, travailler, optimiser, etc. Ouais, et la culture de la perf, c'est aussi des valeurs saines, d'honnêteté. Donc, euh, donc la réponse, c'est avoir discuté, c'est avoir anticipé, c'est gagner confiance, donner confiance pour que justement ces échanges soient pertinents. Parce que sinon, en effet, ça n'a aucun sens. Et en général, moi, quand je sens qu'il y a un mec qui, par exemple, sur les RPE, me donne des valeurs où il met soit ce que j'ai envie de voir, ou il met comme les autres, ou il remplit pas vraiment, bah là, je vais pas abandonner tout de suite. Hein. Je vais essayer de lui faire comprendre en quoi, comment j'utilise ces valeurs, pourquoi elles sont intéressantes. Et c'est vrai que des fois, pour continuer dans l'anecdote autour de la RPE, il y a des mecs qui disent, bah, regarde, moi, j'ai mis 9 hier, et aujourd'hui, je m'entraîne quand même. Et au moins, c'est bien parce que ça veut dire que je les fais réagir s'ils me posent cette question. Et donc là, je vais pousser la réflexion à lui dire que c'est pas du ponctuel, c'est pas du jour le jour, c'est du cyclique, c'est comparé, enfin, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et, euh, et après, de toute façon, en général, enfin, pour finir, pour répondre à ta question, si on a un doute, et il y a le coach qui est, bon, moi je parle d'aujourd'hui, hein, coach, bon manager, quand il parle au gars, normalement il a la vraie réponse en face. Parce que si le gars lui a menti et parce que ça se verra à un moment ou à un autre, si le gars il dit je suis facile et que le lendemain on repousse et qu'il se blesse, c'est qu'il a menti. Si je simplifie bien sûr. Et donc voilà, encore une fois, c'est la relation qui a été créée, ou les Mhm. relations. Ouais. Et maintenant, j'aimerais savoir, est-ce que vous travaillez l'endurance durant la saison spécifiquement ou est-ce que tu considères que l'endurance, elle se travaille avec les matchs ou les entraînements ou est-ce que tu fais des séances spécifiques endurance, par exemple, je sais pas, sous forme d'intervalle ou peut-être tu travailles des courses plus longues donc en continu? Un peu ton avis là-dessus, enfin ta réponse là-dessus. Pendant la saison, hein, tu me demandes. Ouais. Euh, Je vais, je vais te faire une réponse qui est mon avis et ensuite je te dirai ce qui se passe vraiment sur le terrain. À mon avis, l'idéal serait de fonctionner en termes de cycle et d'avoir, même en période de compétition, par exemple au début de l'année, de pouvoir continuer à pousser cet aspect, alors endurance, on va dire, oui, cet aspect cardiovasculaire. Parce que une saison c'est long, parce qu'il y a des moments où on enchaîne les matchs et que mieux t'es sur des notions de VO2 max, sur des VMA, etc. Et meilleures sont tes capacités à récupérer. Donc dans l'idéal, oui, on le fait de manière planifiée, en continuant des courses un peu plus longues en début de saison, même si les matchs ont commencé, sauf si on enchaîne les matchs, et en allant vers du plus en plus court en avançant. Euh, Après, dans la pratique, euh, ça dépend énormément du coach. Le coach, lui, il va dire OK, fait, mais moi, je veux qu'il soit le lendemain, je veux pas qu'il soit touché par la séance le lendemain, je veux qu'il puisse s'entraîner à 100%, je veux qu'à chaque match, il soit à 100%. Donc, il y a toujours moyen de faire. Après, il y a un moment, il faut aussi réfléchir à l'intérêt. Donc, l'endurance, c'est bien. L'endurance, tu le travailles de manière intégrée. C'est-à-dire que tu as plein d'études qui montrent, de toute façon, tu mets, comme tu dis, les fréquences cardiaques sur une séance de foot, et tu vois que ça monte. Hein, donc, tu travailles certains aspects de l'endurance. Alors oui, tu travailles moins des vitesses au seuil, etc., mais qui sont bien moins spécifiques à l'effort football. Donc, ce qui va plus se faire pendant la saison, ça va être de travailler des hautes intensités, où, où tu travailles sur des 15-15, sur des 20-20. Donc, t'es moins sur du central, un peu plus périphérique, mais ça se rapproche un petit peu plus des efforts de match. Et là, du coup, tu as un peu plus l'adhésion du coach. Et puis, même moi, en tant que prépa, je veux faire le plus spécifique possible quand c'est possible. Donc voilà, il y a un peu l'idéal et ce qui se fait vraiment. Euh,
Voilà, ça va dépendre du contexte. Et aussi de la programmation, parce que si très tôt dans la saison, tu enchaînes les matchs, c'est dur de planifier des cycles d'entraînement. Mais si tu as un match par semaine, si tu peux avoir des longues semaines, donc tu peux placer des charges, tu peux placer de l'endurance, comme tu dis. Voilà, tout se planifie à l'avance en fonction du calendrier. Et pour finir là-dessus, en Belgique, c'est assez dommage, mais t'as pas, t'as pas le calendrier qui est complet dès le début de la saison. C'est-à-dire que là, par exemple, on a eu cette semaine le calendrier à partir de fin janvier jusqu'à mi-mars. Mais ça empêche de se projeter euh, vraiment sur la totalité de la saison, sur tes cycles de travail, parce que si tu joues vendredi ou dimanche, ça change tout. Là, on va jouer vendredi, ensuite samedi, ensuite dimanche. Donc, on sait qu'on a à ce moment-là, on va avoir 2 semaines, grosses semaines d'entraînement. Et là, on va pouvoir travailler sur des aspects précis. Ouais. Donc voilà. Et pour rebondir un peu sur ce que tu as dit, j'avais eu la chance de recevoir Fabien Richard, je sais pas si tu vois, et Ouais. il me disait un peu que lui, le travail, ce qu'il avait observé, c'est qu'en centre de formation, on met vite beaucoup d'intensité, beaucoup de travail, et quand il est allé, enfin dans les clubs pro dans lesquels il a été, il trouvait justement que en termes d'intensité, parfois c'était aller en sous-intensité, peut-être par peur que ben, les clubs, les entraîneurs, comme tu disais, par exemple, ils disent OK, tu fais ce que tu veux, mais je veux que mes joueurs soient en forme. Évidemment, quand tu es en club pro, ben, il y a une grosse pression aussi. Et donc lui, il disait que clairement, en termes de charge de travail, il y avait énormément de marge. J'aimerais un peu savoir, toi, ton avis là-dessus. Ben, toi qui es clairement sur le terrain, quel est ton avis? Qu'est-ce que tu vois peut-être un peu pour avoir ton avis aussi? Il y a le sien, mais j'aimerais avoir d'autres avis aussi là-dessus. Écoute, en centre de formation, je vais pas me prononcer parce que je sais pas. Je ne sais pas. J'ai pas assez observé. J'ai pas les infos pour savoir ce qu'ils font. Ce que je sais, c'est qu'ici, ça bosse pas mal. Ça double 3 fois dans la semaine. Si je pense à l'équipe réserve, par exemple, ça double 3 fois dans la semaine. Ça fait beaucoup de travail physique. Donc, ça va vraiment dépendre de la mentalité et des personnes qui encadrent et qui ont en charge la partie physique des jeunes. Mais côté pro, ouais, je suis d'accord avec ce qu'il dit. Il y a une grosse marge, mais le, le gros problème, c'est le risque en fait que tu prends. Euh, Bien sûr que tu veux développer, bien sûr euh, il y a en même temps cette pression du match et d'être en forme à la fin de la semaine. Et en fait, tu peux pas te permettre sous prétexte d'avoir voulu faire plus travailler un joueur pour qu'il se développe, et ben même ne serait-ce qu'une seule fois, le rendre indisponible sur un match, enfin, moi je considère que c'est inenvisageable. Donc, tu as cette notion de risque qui fait que, oui, bah, la plupart vont préférer faire du sous-max ou pas faire beaucoup pour être sûr que moi, on ait fait un petit peu plus. Voilà, c'est un espèce de compromis. Donc, ouais, entièrement d'accord. En observation pure, il y a une grosse marge. Et puis, même dans le foot, on a une grosse marge de travail sur le travail physique. Quand tu vois ce qui se fait foot US, ou bien sûr, c'est des organisations différentes, mais ou en rugby, enfin, je pense que bien sûr, ils peuvent encaisser beaucoup plus. On pourrait faire beaucoup plus même de volume d'entraînement. Mais c'est dur de changer les mentalités. Ça prend un peu de temps d'adapter, de faire en sorte que les joueurs s'adaptent. Est-ce que le temps, tu l'as? Pas sûr. En tout cas, pas symboliquement. Le coach, il l'a pas, en tout cas. Donc, c'est un pari. Et c'est bah, de temps en temps, voilà, prendre des risques. Mais c'est au cas par cas, c'est certain, pas d'autres. Et en général, ouais, on préfère ne pas prendre de risques. Voilà. Et est-ce que tu penses que euh, ce serait plus bénéfique de mettre plus d'intensité ou pas? Là, ce serait plus ton avis là-dessus. Bah, c'est dur de répondre à cette question parce que plus d'intensité par rapport à quoi? Par rapport à l'intensité, ça, je peux. Ou plus de charge, quoi, je veux dire.
mettre plus de travail, je sais pas, en termes en prépa physique ou pourquoi pas ouais, en capacité physique, est-ce que ce serait plus bénéfique pour eux ou pas? Bah, je vais te répondre en te disant de manière individualisée, oui. Euh, les joueurs plus expérimentés qui sont un peu plus âgés, non, parce que tu vois, on va dire au-delà de allez, 29 ans et plus, non, tu es dans la gestion, t'es, là, il faut optimiser au maximum, il faut ne pas se blesser, il faut être prêt chaque semaine, voilà. Mais les mecs un peu plus jeunes, euh, les mecs qui sont blessés et voilà, qui doivent faire des routines de renforcement, ou les mecs qui arrivent des jeunes et qui viennent s'entraîner avec nous, ouais, bien sûr, il faut mettre plus de charge. Mais ça, j'en suis sûr à 100%, et c'est des choses qui se font. Donc, c'est pour ça qu'il faut voir la préparation physique dans un sport co, comme le foot, et ben, vachement individuel au final, parce que t'as des jeunes gars ou des jeunes gars qui ne jouent pas encore en pro, mais qui s'entraînent avec nous pour commencer à s'habituer au rythme, etc. Parce que eux, il faut à tout prix qu'ils continuent de travailler physiquement, même techniquement, j'ai envie de te dire tactico-technique, mais s'entraîner plus. Donc, intensité, je sais pas, je pense que les intensités, elles sont élevées, mais en charge globale, oui, bien sûr, bien sûr. Mhm. Et est-ce que justement l'individualisation, un club de foot dans une équipe, vous êtes quoi, peut-être 30 joueurs, je dirais, si tu comprends les jeunes qui s'entraînent et tout. Est-ce que tu arrives à faire de l'individualisation par joueur ou tu fais que par poste? Parce que peut-être que même en termes de défenseur, un défenseur central n'aura pas les mêmes demandes enfin, un défenseur droit ou défenseur gauche. Est-ce que on arrive à individualiser leur travail en prépa physique en fonction de leur poste réel de jeu, quoi? Ouais, ça, c'est quelque chose qui se fait. Et alors, ouais, c'était il y a 40 ans, on pensait défenseur, milieu, attaquant. Et aujourd'hui, c'est plus du tout le cas parce que tu as donné le bon exemple. Un défenseur central et un défenseur latéral, ils n'ont pas du tout le même boulot. Euh, donc, on va spécifier au poste défenseur central, latéral, milieu défensif, excentré, attaquant. En général, ça va être ça. Mais moi, je fonctionne pas vraiment comme ça. Oui, dans l'idée, je fonctionne comme ça. Mais à terme, surtout quand j'ai pas mal une bonne base de données, je vais fonctionner de manière totalement individuelle. Donc, qu'est-ce que j'entends par là? C'est que moi, je base ma base de données et mon suivi GPS sur les, le- les données max atteintes en match. Donc, sur 90 minutes, euh, quelle est pour chaque joueur la distance à haute intensité la plus grande qu'il ait parcourue? La distance en sprint, la plus grande, la distance totale, nombre d'accélérations, etc. Et en fonction de cette donnée, j'ai des pourcentages. Et en gros, moi, j'ai sur mes rapports, chaque jour, combien chaque joueur, enfin, quel pourcentage chaque joueur a fait pour chaque marqueur GPS qu'on suit. Donc là, ça te rend le suivi totalement individuel. Parce que entre un mec qui a l'habitude de, si je te prends juste la distance totale, même si c'est pas un marqueur qui est très pertinent, mais un mec qui fait 10 000 mètres en match, et ben voilà, aujourd'hui on a fait 6 000, il a fait 60%. Lui, il a fait 6 000, il a fait 60%. Et un autre qui fait 12 000 d'habitude, il a fait 6 000, bah, il a fait 50%. Donc, ils n'ont pas la même charge relative, tu vois, euh, alors qu'ils ont la même charge absolue. Donc, ça, c'est une manière d'individualiser. Et donc, ça, c'est pour l'aspect terrain. Mais il y a une autre manière en tant que prépa, et là, qui est encore absolument individuelle, c'est sur la prévention des blessures. Et donc là, ça dépend pas du poste, ça dépend du gars en lui-même. Ses résultats à certains tests, ses antécédents, voilà, rien que déjà ces deux éléments vont faire que tu vas concevoir un programme qui est totalement individuel et qui lui correspond. Et du Yes. coup, là, tu parlais des tests que tu ferais, tests pour les blessures et tout ça. J'aimerais savoir, est-ce que tu fais des tests durant l'année, en pré-saison? Je pense à des tests pour savoir les blessures, donc tests de mobilité ou autres tests. Des tests style 30-15 IFT ou des choses comme ça. Est-ce que tu en fais et est-ce que tu en refais durant la saison ou tu fais ça uniquement en pré-saison? Ouais, c'est une bonne question. Pour parler des tests, on va dire plus prévention des blessures.
On en fait bien sûr en pré-saison. On prévoit toujours quelques jours avant la reprise officielle pour faire un screening général. Bon, en général, il y a les tests médicaux et on inclut dedans certains tests on va dire de force, surtout. Après, les tests un peu fonctionnels, ça, c'est la cellule médicale qui va gérer, mais effectivement, des tests d'équilibre, des tests de mobilité, ce qui va nous sortir un profil général du joueur et des orientations de travail. Et bon, après, là, c'était une saison particulière cette année parce que c'était vraiment facilité avec la Coupe du Monde. On a eu une longue trêve et effectivement, c'est un moment parfait pour refaire des tests si tu n'as pas beaucoup d'internationaux. Mais ces tests-là, oui, on reteste pendant l'année parce que surtout si tu as eu un déséquilibre, si je te prends le classique Isho Kadri, tu as un déséquilibre. Si tu considères que ce déséquilibre est à risque, tu vas travailler dessus et à un moment donné, tu vas vérifier si ton travail a fonctionné. Normalement, oui, mais tu veux vérifier. Euh, donc, ça, c'est entre guillemets facile à faire. C'est juste que ça se programme au bon moment parce que voilà, s'il y a des tests, notamment des tests excentriques qui laissent des marques, bah, ça a un impact sur l'entraînement. Donc, il faut bien le programmer, il faut bien s'organiser. Mais tu as d'autres tests euh, un peu moins traumatisants. Je pense à des tests sur le force frame. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est. C'est un test isométrique pour les adducteurs, les abducteurs. Tu es allongé, en fait, tu as un capteur et tu as tes deux genoux qui viennent serrer et tu serres très fort et les capteurs vont enregistrer non seulement la force, mais la différence gauche-droite. Et Ah, ensuite, je tu peux le connaissais faire pas. à l'extérieur. Tu regarderas, ça s'appelle Force Frame. Avant, ça s'appelait Groin Bar. Donc ça, c'est des tests qu'on peut faire et refaire très facilement et qui peuvent se faire. Tu vois, nous, on l'a fait récemment à la place d'une activation. Un jour, au lieu qu'ils aillent, on en a pris 4-5. Et au lieu que ces 4-5 aillent en salle avec les autres, ils ont fait ce protocole de test. Donc, ils se sont échauffés sur le vélo, ils ont fait l'élastique, ils ont fait tout notre protocole et on les a testés. Donc ça, c'est des choses qu'il faut faire. Enfin, moi, je suis persuadé qu'il faut le faire parce que tester, c'est pas juste pour constater, c'est pour ensuite lancer un programme de travail et ensuite il faut vérifier si ton programme a marché ou à quel point il a marché. Et alors, pour les aspects plus physiques, tu me parles du 35, ouais, moi c'est un test que j'adore et que je fais. Et c'est vrai que je le fais que en début de saison pour orienter le travail physique qui va être fait, faire du travail en groupe. En général, alors ça dépend, de toute façon, après ça dépend des clubs et des routines qui sont mises en place. Mais s'il y a aussi eu un test avec la VO2 max, on va corréler. Euh, donc c'est assez rare que je reteste. Euh, mais ça pourrait se faire. Ça pourrait se faire. Ça dépend vraiment des trêves. Ça dépend du coach. Si on a réussi à le convaincre, si on s'est bien organisé. Donc voilà, différence entre les tests musculaires et les tests plus, on va dire, physiques qui sont moins liés aux blessures. Et donc, Voilà. il y aurait des tests, par exemple, je sais pas moi, de détente, puisque les joueurs de foot ont quand même beaucoup de sauts, ou des tests peut-être plus spécifiques, changement de direction, style T-test, où tu fais que 30-15 et puis des exercices prévention blessure, mobilité, etc. Alors nous, ouais, les sauts, je les ai faits. Et les sauts, ça, je vais le retester souvent, mais parce que je vais l'inclure par exemple, dans des séances de muscu ou des séances de muscu où il y a plein d'ateliers différents. Et en fonction de la programmation et ce qui est prévu, bah, il y a un jour où un des ateliers va être de se retester sur les sauts. Donc ça, c'est super facile à mettre en place et ça permet d'avoir un suivi régulier. Et ça, c'est important parce que si on prend ce test-là où on veut que les mecs soient sensibilisés au fait de bah, plus tu sautes tôt, plus tu es puissant, etc., etc. Donc on veut qu'ils travaillent dessus. Et en plus, les mecs, dès qu'il y a des chiffres sur les ordinateurs, dès qu'il y a un feedback immédiat, dès qu'il y a un retour, ils sont hyper motivés. Enfin, c'est incroyable, ça change la donne. Donc ça, c'est hyper facile à mettre en place et ouais, on le fait. Non seulement ça fait travailler, c'est un jour où ça peut être un transfert, ils font des squats et le transfert, c'est de tester, tu vois. Donc ça va pas te donner un truc max, mais si le gars a progressé, voilà, Et ouais, ça va se voir. Et tu utilises, par exemple, parce que je sais que dis-moi. cette année, on a vu tout ce qui est profil force-vitesse, assez facile à mettre en place via l'application. Est-ce que tu utilises ça pour justement
Bah là, donc ceux qui savent pas, bah, c'est par exemple, tu peux avoir la même hauteur de saut que la même personne, mais au final, on va te donner le même travail alors que tu n'as pas du tout besoin de le même travail que lui. Peut-être que lui a besoin d'un travail plus spécifique force, alors que l'autre plus spécifique vitesse. Et donc, tu vas peut-être te dire, OK, on fait le même travail, mais tu vas en blesser un parce qu'au final, tu fais de la force, alors que justement, il a déjà une bonne force de base, mais il manque de vitesse. Donc, ça permet d'individualiser un peu plus le travail. J'ai bossé une année avec et c'est vrai que c'est un élément sur lequel je devrais bosser plus. Non, moi j'aime bien ce genre de choses. Après, c'est plus notre screening général qui va nous permettre d'orienter les priorités de travail pour chaque joueur et notamment chaque jeune. Euh, donc, mais, le profil force vitesse, ouais, ouais, je recommande. Je l'ai utilisé une année, je crois que c'était à l'Union. Et c'est vrai que depuis, je l'ai pas refait, mais c'est un outil qui me parle et ouais, qui est très intéressant. Ouais, Et en non. général, pour finir et pour compléter ma réponse, euh, on peut retester, donc par exemple pour des tests de changement de direction, de mobilité ou même de vitesse, euh, je vais avoir tendance pareil à individualiser, c'est-à-dire que si j'ai testé tout le monde en début de saison, je vais retester sur tous les jeunes avec qui je travaille sur ces éléments particuliers et pendant la saison. Ouais, ça je peux le faire. Mais moins les mecs de 28 ans, un mec de 28 ans qui joue toutes les semaines. Non, je vais pas perdre du temps entre guillemets à le retester sur sa vitesse ou parce que c'est pas la priorité de travailler avec lui quoi. Mhm. Et maintenant, plus en termes de musculation, enfin, quel type de travail tu fais? Force max, contraste de charge, endurance de force, et si tu varies ce type de travail, est-ce que tu le fais, tu varies durant ta semaine ou tu fais des cycles? Par exemple, OK, cycle que de force max, cycle que je sais pas, d'explosivité, ou comment tu orientes ton travail en muscu? C'est dur de varier pendant la semaine parce que dans le foot, il n'y a pas énormément de séances de muscu. Il y a dans les activations, il y a des éléments musculaires, mais c'est pas chargé. Il y a très peu de charge et une séance de muscu, si on en fait une par semaine, ça va être le max. Dans la pré-saison, on va en caler deux. Et donc, on va plutôt fonctionner sur des cycles sur plusieurs semaines. Et là, à nouveau, c'est en fonction du calendrier. C'est-à-dire que tu peux prévoir 3 semaines, mais si la troisième semaine, tu as deux matchs, bah, la séance de muscu, elle saute. Donc, ton cycle, il a pas de sens. Donc, c'est se poser avec le calendrier et réfléchir. Donc, ça, c'est dans l'idéal. Après, dans la pratique, c'est moins le cas, mais dans l'idéal, c'est ce que je recommande en fonction du calendrier. Et moi, je ferais ouais, des cycles de travail. Et à nouveau, c'est très individuel. On peut le penser beaucoup plus facilement sur les mecs qu'on va développer, qu'on va refaire venir l'après-midi. Et là, super facile. On se dit, c'est 6 semaines force max pour lui. C'est parti, quoi. Et pour l'approche collective, on n'a qu'une muscu, on va toujours mettre une notion un peu plus explosive. Même si on va être dans un moment où on veut un peu mettre plus de charge, travailler un peu plus la force max, on va toujours faire un petit transfert. Euh, après avoir soulevé des 3 reps, je sais n'importe quoi, 3 reps un peu lourdes à la presse ou en squat ou peu importe. En général, on va transférer dans les escaliers, on va transférer sur de la plio ou autre. Et tu fais beaucoup de travail avec ballon en prépa physique? Euh, alors, donc ça c'est un peu ce que j'ai dit au début, c'est-à-dire que la préparation physique de manière générale, elle se fait avec ballon parce que elle se fait dans la conception des entraînements avec le coach. Où on va en fonction donc c'est là où on va fonctionner plus à la semaine où on aura une journée on va plus vouloir faire des grands terrains donc plus une journée on va dire endurance haute intensité sprint au sens longue distance et donc là tout se fait avec ballon mais c'est juste que tu vas prévoir des jeux c'est des 8 contre 8 sur des grandes surfaces ou c'est des passings sur tout le terrain. Et il y a des jours où c'est un peu plus neuromusculaire, un peu plus axel, décel, changement de direction. Et là, c'est du jeu réduit, c'est des 4 contre 4, c'est des 2 contre 2, tu vois, c'est des petites surfaces. Ouais, parce que c'est ce qui va te donner cet aspect dynamique. Donc, dans ce sens-là, oui, la préparation physique avec ballon, elle est au quotidien et elle est omniprésente et elle est majoritaire. Et après,
avoir un aspect de développement physique avec le ballon, oui, c'est possible. C'est possible de créer des exercices. Tu me parlais d'endurance, de créer un exercice de répétition de haute intensité où bah, c'est le gars, en général, là, tu vas faire un petit peu au poste, comme ça, tu es vraiment dans de l'optimisation où le gars, il va avoir une course, il a un ballon, il doit centrer, c'est un latéral, il fait une course de replacement, il récupère, tu vois, ou avec de la finition, ou un défenseur, il doit faire de la course arrière, il se recule, il joue un long ballon, il revient se replacer, enfin, tu vois. Ça, c'est quand tu es sur des séances individuelles, c'est plutôt facile à mettre en place et il faut le faire avec ballon. Et après, dans la séance collective, ouais, ça se prévoit avec le coach. Ça dépend vraiment du coach et de ses priorités. Euh, il y a des coachs qui vont dire, bah voilà, aujourd'hui, on va mettre de la haute intensité. Je veux voir un truc avec ballon. Voilà, allez, on prend 15 minutes. Ok, bah là, on peut mettre en place. Et tu as d'autres coachs qui vont dire, non, non, moi, je prévois mes trucs, c'est tactique. La priorité, là, c'est tactique. Et à Mm. la fin, s'il faut faire un peu plus, bah, vous prenez le temps pour courir. Voilà, tout est possible. Ouais, c'est ça, parce que tu te dis, on peut faire des entraînements d'intervalle et tout, mais tu peux très bien les mettre avec ballon, parce que même en match, ça leur peut arriver de faire plusieurs dizaines de mètres, ballon au pied, donc un balle au pied, donc pourquoi pas le travailler aussi en prépa physique. Ouais, et, et au-delà, alors ça arrive, pas énormément, mais ça arrive, donc je suis d'accord. Et au-delà de ça, moi, à la limite, si je le fais, c'est plus pour l'adhérence du joueur. Un gars qui a du mal à se faire mal ou quand il n'y a pas de ballon, il est insupportable et bah, je vais mettre du ballon, voilà, pour que lui aussi, pour qu'il prenne plaisir. Sauf si on est dans un objectif de lui faire mal mentalement et qu'il se fasse mal et qu'il dépasse des limites. Mais c'est rarement uniquement le cas. Donc, en général, si je vais mettre le ballon, c'est plus pour qu'ils prennent un peu plus plaisir et du coup que la séance soit beaucoup plus efficace et que le gars ait envie de revenir. Parce que il y a des mecs qui ne supportent vraiment pas le travail physique sans ballon, mais vraiment, voilà, il y a vraiment des mecs qui ne supportent pas. C'est bon, voilà. Et donc enfin là, j'en ai certains en tête, mais ces mecs-là, si je les ai en individuel sur le travail physique, c'est sûr 100% que je mets du ballon. Ouais. Comme Mais ça, je sais que si c'est une idée de leur faire revenir toutes les semaines, je veux qu'ils, tu vois, je veux qu'ils reviennent en ayant envie, quoi. Mais est-ce que justement la majorité des joueurs allez, comment dire, aiment bien tout ce qui est prépa physique? Parce que justement, dans mon stage, j'avais eu une discussion avec un joueur qui me disait, ben, la plupart, on n'aime pas ça. Donc, on préfère jouer au foot. Mais donc, est-ce que ben, c'est dur aussi? Parce que des fois, la prépa physique, ben, tu le fais sans ballon. Mais donc, si tes joueurs ont un peu les pieds de plomb pour faire ce travail-là, ou au contraire, ils savent à quoi ça sert et justement, bah, au final, que ça va les aider à être plus performants au match, clairement. Ouais, tu as donné la réponse. Tout est dans ton process. Expliquer ce que tu fais, moi, ça, c'est un grand truc dans ma façon de travailler. C'est que je vais pas juste dire, vas-y, tu cours, tu dois faire 12 secondes ça, tu as 18 secondes, on le fait 20 fois, tais-toi et vas-y. Parce que, bah, en termes de management, c'est pas terrible. On le fait ensemble. C'est pas lui le fait pour moi ou lui le fait parce qu'il faut le faire. Moi, je veux qu'ils comprennent pourquoi. Et en général, quand tu leur expliques, et il y a une discussion, et tu vas justifier parce que tu es sûr de ce que tu fais, tu es sûr de... Et le gars, il va juste faire, parce qu'il aura compris. Il aura compris qu'en plus, courir sans ballon, en 10 minutes, tu peux avoir fait un travail hyper intéressant en fin de séance, hyper qualitatif, alors qu'avec ballon, ça aurait pris 25 minutes ou 30, tu vois, parce que tu as une gestion avec ballon qui augmente le temps de travail général. Ça, donc, tu as donné la réponse. C'est impliquer le joueur, lui expliquer, Mm. prendre le temps parce que c'est pas du temps perdu, c'est du temps qui sera gagné sur le terrain et au-delà du temps, c'est que tu gagnes en qualité de travail derrière. Et en plus, quand tu arrives à faire ça avec les leaders, parce qu'il y a aussi ce côté-là dans le sport collectif, c'est que tu as les leaders sur le terrain. Et si les leaders sont convaincus et que tu en as d'autres voilà, t'en as certains, tu as beau essayer de leur expliquer, et ben, ils veulent pas comprendre, ils veulent pas comprendre, hein. Enfin, voilà, il y a tout dans une équipe. C'est des hommes avant tout. Si tu as les leaders en main, bah, eux vont pouvoir motiver les troupes et c'est eux qui vont forcer les autres, on va dire, entre guillemets, plutôt que ce soit toi. Et là, le travail est facilité. Et là, on est dans un vrai travail collectif où moi, je sais ce que je veux mettre en place, j'ai expliqué, certains joueurs ou les joueurs les plus importants en termes de leadership ont compris, et ben ils tirent les mecs, ils tirent les autres et on y Ouais. va.
C'est là que tu vois qu'au final, le préparateur physique, c'est aussi un gros travail de communication et d'échange avec les joueurs, quoi. Bah, moi, en rentrant côté pro, mais même avant, je me suis rendu compte que c'était plus qu'un gros travail. Je pense que c'est notre travail principal. C'est de, et c'est ce qui va faire la différence, je pense, entre un préparateur physique lambda et un préparateur physique un peu plus correct. C'est sa capacité à créer des relations avec les joueurs, à expliquer de manière simple et claire ce qu'il veut mettre en place. Euh, Parce que voilà, on a tous très rapidement des connaissances théoriques. C'est, j'allais dire facile. Enfin, voilà, c'est pas péjoratif, mais voilà, on a tous très rapidement ces connaissances-là. Et maintenant, ça suffit pas de les avoir, il faut les mettre en place. Et tu as face à toi pas des machines où tu as juste à rentrer un code et la machine fait. Tu as des cerveaux en face de toi, tu as des égos, tu as, voilà, t'as des machines de guerre où tu as des mecs qui sont là juste par le talent. Enfin, tu as plein de mecs différents. Et c'est comment tu mets en place avec tous ces gars-là, quoi. Mhm. Et maintenant, ma dernière question, j'aimerais savoir, c'est quoi le plus dur dans le métier de prépa physique dans une équipe pro de foot? Je vais te donner la première réponse qui me vient en tête parce que je pense qu'il faut en parler et qu'on n'en parle jamais. Je pense que le plus dur, c'est l'extra sportif. C'est c'est voyager, c'est changer potentiellement de ville ou de pays tous les X années. Donc avoir tes proches et ta famille qui sont loin. Certains, il y a madame qui suit pas ou les enfants, ou enfin, en fonction de chacun de son contexte. Donc moi, j'ai envie de te garder cette réponse parce que c'est pas quelque chose que moi j'avais entendu, en tout cas au moment où je suis rentré dans le milieu, bien sûr, on s'en doute. Mais c'est ça le plus dur. Le plus dur, c'est, c'est de, c'est d'avoir une vie instable, d'avoir une vie où bah, les premiers mois où tu arrives dans une nouvelle ville où ouais, t'as que le travail, t'as pas de vie sociale. Et la vie sociale, elle vient au fur et à mesure où tu as un peu plus de temps, parce qu'en plus, quand tu arrives dans un nouveau club, t'as pas le temps, parce que tu as tellement de choses à mettre en place, tous des process à mettre en place, des gens à découvrir, des bilans à faire, les journées, les premiers mois dans un nouveau club, c'est la guerre. Et voilà, et arrive ensuite le moment où tu te recrées ta vie sociale. Voilà, le plus pesant, c'est ça dans notre métier de préparateur physique, dans le foot pro, où tu bouges. Après, tu en as certains qui ont la chance de rester tout le temps dans le même club, et ça, c'est parfait. Ça, franchement, c'est tant mieux pour eux. Je suis content pour eux. Et, et après, donc ça, c'est le côté extra sportif et le côté le plus pur dans le boulot. Je pense que le plus dur, c'est c'est d'accepter que tu es dans des compromis permanents, que tu es dans de l'adaptation, que tu ne peux pas tout le temps, parce que des fois tu peux, mais tu ne peux pas tout le temps mettre en place les choses de manière idéale et optimale. Voilà, ça dépend des gens qui décident, ça dépend du contexte, ça dépend des priorités, ça dépend des finances, ça dépend des gens, des valeurs du club. Et donc, ce qui est très dur, c'est de prendre sur soi et avec toute l'humilité et, voilà, et la patience et de temps en temps se dire, bah, ce qu'on met en place, c'est pas l'idéal, théoriquement parlant. C'est peut-être même que c'est pas top, mais voilà, c'est ce qu'il faut mettre en place quand même parce que ça suit les valeurs, ça suit la manière de penser, ça, c'est ce qui est le plus dur. Et après, attention, ça ne veut pas dire qu'il faut facilement abandonner, hein, parce que il faut toujours essayer. Si tu es convaincu par ton truc, il faut y aller. Il faut être patient, il faut être prudent et il faut prendre sur soi. Ouais.